Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 8 septembre, heureuse de vous retrouver. Nouvel horaire pour nos débats. Merci d'être avec nous à 10h les médias. On va retrouver Pascal Bataille et Laurent Fontaine, le retour du rideau de Y'a que la vérité qui compte. Vous allez voir, ça n'a pas pris une ride. Mais nous allons débattre ce matin avec Marie Vignal. Bonjour Marie, vous êtes assistante sociale. Bonjour. Vous êtes une fervente commentatrice de la vie politique, sociétale. Voilà, je vous ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie, Zora Habitant, et vous avez un point de vue sur l'actualité qui est tout à fait intéressant et une expérience concrète puisque vous êtes assistante sociale dans un collège, dans un lycée. Avec nous également Jean-Luc Benamias. Je savonne ce matin, c'est mal parti. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Bonjour. C'est l'ancien machin, c'est ce qui... C'était avant le CNR. Voilà. On a eu plusieurs expériences. On en discutera juste après. Voilà, on va en parler après. Raphaël Amsalem, vous êtes chargé d'études chez Génération Libre. C'est quoi Génération Libre ? Alors Génération Libre est un think tank qui a été fondé par Gaspard Koenig en 2013 et qui s'attache à défendre les libertés, toutes les libertés, tant sur le plan institutionnel, politique, social, économique. Et en ce sens, nous publions divers rapports qui consistent en des propositions de politique publique, donc des propositions concrètes qui visent à influencer le débat politique, à essayer de diffuser nos idées. Bon, très bien. Vous aussi, vous êtes un passionné d'infos et un commentateur de la vie française. On attend Nicolas Jeannetet qui comble le comble pour le directeur des centristes conseillers de Paris est coincé dans les embouteillages. Pourtant, je crois qu'il n'est pas très loin. Il habite dans le 15e. On est juste de l'autre côté du pont. Ou alors, il ne s'est pas réveillé, mais il nous le dira dans un instant. Vous savez, on organise nos débats un petit peu autour de vos coups de cœur, de vos coups de gueule. L'actualité, c'est évidemment le CNR. On va en parler dans un instant. Je voulais commencer par un coup de gueule, un petit peu comme hier. Ce matin, en lisant le Parisien, le titre du Parisien m'a interpellé et choqué. C'est à propos de ces délits de fuite. Vous savez, je vous en parle régulièrement. Il y en a un toutes les 20 minutes. Quand j'ai tapé délit de fuite tout à l'heure, je me suis dit c'est invraisemblable. C'est effectivement le nombre d'affaires qu'il y a à chaque fois. Et donc le Parisien titre à Rennes et Nice 2 morts en moins de 24 heures lors d'opérations policières. Non. Ce ne sont pas des opérations policières, ce sont des refus d'obtempérer, ce sont des délinquants, ce sont des gens qui ont volé des voitures. Alors, ça ne mérite pas la mort, certes, mais si ces gens sont morts, ils sont d'une certaine manière responsables. Ils ont foncé sur la police, la voiture s'est jetée sur eux. Il y a un moment, il faut que les policiers répliquent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Luc, peut-être vous commencez sur ce sujet. Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, les policiers ont le droit de se défendre. Ils ne sont pas obligés de tirer dans la tête. Ils tirent comme ils peuvent, non Non. Il y a malheureusement ou heureusement, des images sont généralement filmées, on peut les voir clairement. Bon, je ne sais pas quel est le défaut de formation qui existe par rapport à ces policiers, mais ça fait quand même plusieurs fois que, effectivement, les policiers ont le droit de répliquer. Ils ne sont pas obligés de tuer. Ils ne sont pas obligés de tuer. Je suis d'accord avec vous, sauf que si vous vous arrêtez, vous ne serez pas tué. On peut aussi prendre ça dans ce sens-là. On est d'accord. Donc, il y a un moment, on ne peut pas dire lors d'intervention policière. Genre, oui, il y a une intervention policière parce qu'il y a un délit. Donc, il y a un moment, il va falloir que les gens s'arrêtent aussi, non ? Les dernières images que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, qui sont des images filmées d'un des 2 incidents ou accidents qui ont eu lieu hier, dans un refus d'obtempérer, montre quand même qu'il y a un défaut de formation, me semble-t-il, quelque part. Oui, Raphaël Amsalem. Je suis plutôt sur cette ligne-là, qui est de dire qu'aujourd'hui en France, on a un problème qui est dénoncé par de nombreux experts sur la formation de la répression policière. Donc je pense que c'est une bonne manière de formuler la question, tout simplement, parce que ça ne vise pas à dire il y a les méchants policiers et puis les gentils délinquants qu'il faudrait reprendre de l'autre. Il s'agit de dire qu'il y a un problème de politique publique, il y a un problème de formation des policiers et que...
nous devons remettre les moyens dans le régalien pour essayer qu'on ait une police et de manière plus générale des services régaliens, donc la justice aussi, qui puissent être à la hauteur pour répondre à l'ensemble des enjeux de délinquance que nous connaissons. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de la France par rapport au reste de l'Europe, on voit qu'il y a une très forte inégalité dans l'investissement des moyens qui sont mis, et je pense que c'est le premier chantier que nous devons avoir si nous voulons remettre en place une police qui puisse répondre aux enjeux de sécurité. C'est tout simplement qu'on puisse leur donner les moyens de formation, les moyens personnels, donc des effectifs de police, pour éviter peut-être aussi ce genre de bavure, pour qu'il y ait plus de personnes mobilisées. Dites pas bavure. Une bavure, c'est quand on le mot de bavure, il est quand même grave. Je ne suis pas sûr qu'il soit grave dans le sens où, comme l'a dit Monsieur Benamias, on a des images qui, pour l'instant, en tout cas après une enquête qui doit être menée, montrent que peut-être qu'on a une disproportion dans la réaction qui est menée par les forces de l'ordre. Mais justement, est-ce qu'on peut tolérer que des policiers soient renversés, il y a absolument pas. C'est pour ça que le débat, des intentions de tuer. Absolument. C'est pour ça que le débat, à mon sens, ne se résume pas les gentils policiers contre les gentils délinquants. Il s'agit de dire que du côté de la police, il y a un problème de formation, et du côté des délinquants, il n'y a pas assez de moyens dans le régalien, et deux, il y a aussi un problème plus général qui est culturel, qui pour le coup ne dépend pas que de politique publique, qui est un problème simplement d'impolitesse, d'absence d'éducation de la part des parents. Il y a aujourd'hui, je trouve, une très forte irresponsabilité de la part de beaucoup de parents dans l'éducation des enfants, et sans doute que si nous avions cette éducation qui était faite, eh bien on aurait toutes ces personnes-là qui obtempéreraient d'elles-mêmes sans qu'on ait à les contraindre. Marie ? Alors, en ce qui me concerne, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire effectivement la formation des policiers. Pour autant, moi, je voulais rebondir sur autre chose. C'était effectivement le jeu mené par certains partis, entre autres, qui n'arrêtent pas de dire que la police tue. Vous avez des enfants, des jeunes qui sont dans les cités, particulièrement, puisqu'on n'entend pas beaucoup parler des enfants qui vivent dans le milieu ruraux concernant ces incidents, qui entendent ça toute la journée. De gens en qui ils ont confiance, puisqu'ils pensent qu'effectivement les politiques disent la vérité, donc ils sont en mode panique, on va dire, quand ils voient les policiers, et qui ne respectent plus rien. Donc moi j'ai beaucoup d'empathie pour les policiers. J'avoue que ce sont des gens qui vont travailler la peur au ventre. Quand on a peur, on est plus susceptible de faire une erreur. Très clairement. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez peur, lorsque vous êtes dans un quartier, que vous voyez quelqu'un au volant qui commence à bouger un petit peu, il est difficile de tempérer, quoi. Oui. Je vois le tweet ce matin d'Antoine Léaumont qui dit: en une journée, des policiers ont tué 2 personnes, une jeune femme de 22 ans passagère d'un véhicule à Rennes, enfin vous vous rendez compte de la formulation, et le conducteur d'un véhicule à Nice. Aucun refus d'obtempérer ne mérite la mort, on est d'accord, sauf que la manière, comme vous le dites Marie, de présenter les choses est plus que tendancieuse. Comme vient de le dire Madame, il y a une rente aujourd'hui électorale qui consiste à bâcher la police avec ce message, alors qu'encore une fois, je pense qu'on peut avoir un débat sérieux, apaisé, qui n'oppose pas les uns les autres. Oui. Nicolas Jeannetet nous a rejoint. Bonjour. C'est panne de réveil ou... Oh non, des bouchons. Je n'ai jamais vu ça à Paris, là. Un nombre incroyable de bouchons, ça recommence comme avant. Et mais voilà, j'étais coincé. En plus, il y a un cortège présidentiel qui a traversé ici devant la maison de la radio. Et donc, tout le monde était bloqué pendant 5 minutes. On parlait du refus d'obtempérer, de la manière dont on... Alors, j'entends ce que vous dites, Jean-Luc, sur la formation, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance, c'est ce que soulignait Marie, à présenter les choses, une jeune femme, un conducteur. Non, ce sont des délinquants qui ont refusé d'obtempérer. Ils ne méritent évidemment pas la mort. La jeune femme n'a pas refusé d'obtempérer. Non, mais elle est passagère d'un véhicule volé avec un homme sans... C'est pas la première passagère, Valérie, vous le savez aussi bien que moi, qui, dans les derniers événements, malheureusement, pendant l'été ou avant l'été, est morte alors qu'elle était passagère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La passagère n'est pas responsable du conducteur. Vous êtes responsable un peu de vos fréquentations, non ? Non. Si on va plus loin par rapport à ça,
notamment le dossier en date je pense qu'il date de juin, où la passagère était montée dans cette voiture, elle ne connaissait pas le conducteur, elle était raccompagnée chez elle après une soirée. Non, les passagers ne sont pas responsables du conducteur. On peut pousser le truc jusqu'au bout. Moi, je monte pas dans la voiture de n'importe qui, même pour me faire accompagner. Si, je suis désolée. Peut-être que vous me trouvez très réac, mais sur les refus d'obtempérer, ils sont de plus en plus nombreux parce que ça correspond en ce moment à une vague de refus de l'autorité de l'État, que ce soit sur les policiers, d'ailleurs que ce soit sur les pompiers avec les tirs de mortier, que ce soit les professeurs, que ce soit même les infirmiers ou les docteurs, même maintenant, les médecins sont même agressés, soit ce médecin est agressé. Donc il y a une remise en cause totale de l'autorité de l'État. Il faut inverser le schéma. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est les mesures de Gérald Darmanin qui vont changer grand-chose. C'est pas d'ailleurs en mettant plus de policiers sur le terrain qu'on changera la chose. On a toujours un problème de justice pénale et de réponse à tous ces délits. Voilà, les refus d'obtempérer sont en hausse. Je crois qu'en 2021, il y avait eu 2 morts. Et là, effectivement, en 2022, on est déjà à 5 ou 6 morts. Donc, effectivement, c'est très, très inquiétant. Allez, petite pause et on va changer de sujet. On va parler de cette maison de l'horreur et des services sociaux. Ça tombe bien que vous soyez là ce matin, Marie Vignal. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous débattons avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE, Marie Vignal, assistante sociale, Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris, et Raphaël Amsalem, chargé d'études chez Génération Libre. Marie Vignal, on a attendu que vous soyez là pour évoquer ce drame, cette maison de l'horreur dans le Pas-de-Calais, avec des témoignages absolument effrayants, terrifiants de ces enfants qui ont été plus que maltraités, qui ont été martyrisés par leurs parents. Certains ont été retrouvés attachés dans leurs excréments. Et la question de la protection de l'enfance s'est posée. Vous êtes assistante sociale et c'est vrai qu'on tombe à bras raccourcis sur cette protection de l'enfance en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ont fait les assistantes sociales? On ne peut pas imaginer que personne n'ait signalé ou n'ait vu ce qui se passait. Comment vous avez réagi, vous, à cette affaire? Vous avez été étonné qu'on trouve ce genre de situation? Moi, je ne suis pas étonné, puisqu'on en trouve à pléthore en France, des enfants comme ça. Il y a des enfants même qui ont disparu des radars. L'éducation nationale, il y a certains enfants qui ne sont pas scolarisés, personne ne sait où ils sont et personne ne les cherche en France, aujourd'hui en 2022. Donc je ne suis pas du tout surprise. Je suis peut-être un peu agacée parce qu'à chaque fois on remet en cause le travail de l'assistante sociale ou du travailleur social, parce que ce n'est pas forcément une assistante sociale, ça peut être un éducateur sur le terrain. Moi je voudrais juste brièvement dire aux gens comment les choses se passent. Depuis 2007, moi je suis assistante sociale depuis 30 ans, donc je connais la protection de l'enfance, j'ai connu la DAS, puis l'aide sociale à l'enfance avec la décentralisation et les départements qui ont récupéré donc la protection de l'enfance. Pour moi, c'est une erreur. Je veux dire, ça n'aurait jamais dû être décentralisé. L'enfant, c'est un enfant de la République. C'est à l'État de s'en occuper. Je le pense comme ça. Aujourd'hui, quand vous avez un enfant qui est maltraité, et ça, je voudrais le dire aux auditeurs, c'est-à-dire que vous appelez le 119. Le 119, en fait, ils font un petit rapport qu'ils envoient au département, qui est envoyé au service où habite l'enfant, dans un service qui s'appelle la cellule de recueil d'informations préoccupantes, la CRIP. On appelle ça comme ça, en langage courant, dans le service social. Cette CRIP, elle fait une enquête sociale. Donc quand le signalement vient de gens qui ne sont pas connus, on va aller vérifier si les faits sont avérés, parce que ça peut être une vengeance personnelle aussi, donc il ne faut pas faire d'erreur. Là où les choses se corsent, c'est que donc cette loi 2007 qui a mis effectivement en place la CRIP, elle exige des travailleurs sociaux de terrain, comme moi par exemple, assistante sociale, si je me rends compte qu'un enfant est en danger, je dois également faire une information préoccupante, passer par la CRIP, qui va refaire une enquête sociale derrière moi, donc on perd 2 mois, 3 mois. Moi ça me est insupportable, parce que ça fait 30 ans que je suis assistante sociale, si je fais un rapport sur un enfant, c'est que j'estime qu'il est en danger. Il est insupportable qu'on aille vérifier si vraiment si le travail si le travail est bien fait. Il existe encore les signalements dans les cadres très graves, c'est-à-dire par exemple l'inceste, l'inceste avéré, effectivement, on écrit directement au parquet, mais ça représente une infime partie de ces situations-là. Donc on perd un temps fou. C'est-à-dire que vous avez les écoles, les enseignants par exemple, et je crois que c'est ce qui s'est passé sur cette situation-là. L'école a fait un signalement, ça part à la CRIP, enfin ils ont fait une information préoccupante, ça passe à la CRIP, donc à la CRIP ils peuvent classer sans suite. C'est-à-dire que même quand c'est une assistante sociale, ils peuvent dire bon non, c'est pas... Est-ce que la question c'est est-ce que les assistantes sociales font le boulot
Enfin, on ne peut pas généraliser, mais Nicolas Jeantet, vous vous occupez de ces questions. Bien sûr, au Conseil de Paris. Oui, ils font leur travail, mais il n'y en a pas assez. Et dans le cas de cette affaire, quand un travailleur social va enquêter, entre guillemets, va contrôler une famille, il la prévient à l'avance. C'est rarement par surprise. Moi-même, quand j'ai adopté mon fils, un assistant social est venu et m'a prévenu 2 jours avant, en disant « je vais venir à la maison pour voir d'ailleurs la chambre du petit, etc. » Mais on peut tout nettoyer, on peut tout préparer. Et donc... c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Non, il y a un vrai scandale de la prise en charge des enfants, mais pour plein de raisons. Manque de budget. On n'a pas assez de budget. Faut savoir qu'un enfant placé, c'est 50 000 € en gros par an. Il y a manque de personnel, on le dit, travailleurs sociaux, parce que c'est une profession qui n'est pas valorisante, qui n'est pas assez payée. Et il y a 1,3 million aujourd'hui de travailleurs sociaux pour 300 000 enfants qui sont suivis. Donc il faut aujourd'hui donner plus d'activité à ce métier. Et puis il n'y a pas assez de foyers. Il n'y a pas assez de places de foyer dans les maisons de santé. Et il n'y a pas assez de familles d'accueil. Et pas assez de suivi. Et puis il y a eu aussi, il faut le reconnaître, l'arrivée des MNA qui a bouleversé aujourd'hui les jeunes mineurs isolés, qui est arrivé dans les départements. Et aujourd'hui, un travailleur social, j'en discutais encore avec un il n'y a pas longtemps, ils ont entre 50 et 100 dossiers sur leur bureau. Donc aujourd'hui, ils n'arrivent pas à voir. Et puis après, il y a un autre problème avec la justice. Vous savez que, notamment sur ce qui concerne les placements en urgence, qu'on appelle les ordonnances de placement provisoire. Et donc, le juge décide une ordonnance de placement judiciaire, notamment souvent c'est sur des affaires de viol ou vraiment de violence physique. Et souvent ensuite, le département dit « Ah mais je ne peux pas l'exécuter, votre décision. » Donc on tourne en rond et là il y a un vrai scandale aujourd'hui sur la protection de l'enfance en France. Oui, Raphaël, il y a 3 points qui me semblent très importants. D'abord, en préambule, de souligner la très grande dignité avec laquelle s'est exprimé cet enfant qui a témoigné dans les médias. J'en avais les larmes aux yeux. Une très grande dignité, vraiment, qui doit être saluée et qui est très importante pour montrer la gravité de la situation. Le deuxième point, je pense qu'on est dans la même problématique, de façon plus globale, mais de l'État régalien. Comment l'État protège ses citoyens, y compris les enfants. Et donc sur ce sujet, il y a 2 points. Premier point, comme l'a dit Madame Vignal, ça n'est pas en matière de régalien les collectivités territoriales qui doivent être responsables. Ce sont les services de l'État central, parce que ce sont des individus qui sont en train de se former au niveau de leur éducation, qui seront des citoyens, qui doivent être des adultes responsables. Et donc c'est à l'État de s'en charger. Et le deuxième point qui est très important, il faut remettre les moyens financiers du personnel dans la police, dans ces services qui vont permettre de faire leurs enquêtes, dans la justice. Et ça me semble très important, enfin, qu'on ait, comme vous l'avez souligné, une confiance dans les agents qui exécutent leur mission. On a un problème central en France qui est que l'administration prend des décisions depuis certains bureaux et ne fait pas confiance aux administrés, aux personnels qui exécutent ces missions-là. Et donc on a de la bureaucratie, de la perte en efficacité, etc. etc. Alors, si le système est centralisé, il vient de l'État et donc de Paris. Le fait que ce soit les départements qui gèrent aujourd'hui cette mission, mais je suis plutôt positif, parce que sinon ça va quoi? Ça va être un organisme d'État. Il n'est pas assez implanté dans les départements. Alors Jean-Luc Benamia, je voudrais qu'on vous entende, vous, sur ce sujet. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, ça ne vous surprendra pas. Non. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nicolas, sur le fait que la décentralisation, pour moi, est une bonne façon de faire. Si les moyens qui vont derrière sont à disposition. On se rappelle de beaucoup d'affaires. Je me rappelle évidemment de l'affaire Outreau, derrière tout ça, les complexités qu'il y avait eu derrière tout ça. Clairement, il y a une espèce d'enchevêtrement entre les assistantes sociales qui font pour 99,9% évidemment leur travail, l'enseignement, les enseignants et les enseignantes, notamment instituteurs et institutrices, qui font eux aussi leur travail. Et puis il y a cette espèce d'enchevêtrement où ça s'arrête au niveau de l'administration quelque part, par manque de moyens sans doute, et parfois par manque de volonté. Mais je ne mets pas en cause les assistantes sociales ni les enseignants dans cette affaire, dans ce genre d'affaires. Il y a comment on met les moyens nécessaires pour accélérer les processus. Et tout vient de là, c'est que tout ça, on le voit, est souvent extrêmement long, extrêmement lent. Et pendant ce temps-là, c'est les enfants qui trinquent.
Mais là, c'est une situation, à la base, le fondement, l'assistante sociale. On se demande quand même comment elle n'a pas vu ce qui se passait. Alors, c'est possible. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, au niveau des écoles, quand on intervient, nous on n'intervient pas en primaire et en collège, en école maternelle. On intervient à partir du collège, sauf dans les REP, d'accord. Donc en fait, les enfants, quand ils viennent à l'école, ils cachent. Ouais. Ils disent pas. D'ailleurs, le jeune Brian, il l'a très bien dit. Oui, il a dit, nous on était briefés. Et puis un enfant maltraité, il faut sortir de ce schéma-là. Un enfant maltraité, il aime ses parents. Oui. Un enfant qui subit le viol d'un père, moi j'en ai traité en 30 ans. Vous imaginez même pas le nombre d'enfants que j'ai rencontrés qui ont subi l'inceste. Et quand ils me parlent de l'inceste, ils me disent, mais il m'aime. Et donc, je lui réponds, mais il t'aime mal. Oui. C'est pas comme ça qu'on aime son enfant. C'est beaucoup plus complexe. Et du coup, c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas tomber sur. D'abord, il faut que l'enfant soit prêt à parler. On peut pas arracher des aveux parce que si on les arrache et qu'on fait un signalement. J'ai des collègues à qui c'est arrivé, qui ont noté. Je lui ai posé la question, à savoir, est-ce qu'il a été abusé par son père ? C'est un exemple. Et à partir du moment où c'est écrit dans le signalement, le juge dit, ah mais attendez, vous avez orienté la réponse. L'enfant n'aurait peut-être absolument pas parlé de ça. Ouais. Donc du coup, on ne peut pas traiter. Et du coup, il y a des enfants qui retournent à domicile. Donc on marche sur des œufs. Et puis il y a la peur de la représailles des autres membres de la famille. Et aussi la peur de se retrouver dans un foyer, qui quelquefois est, pour certains enfants, la catastrophe. C'est-à-dire se retrouver il en parlait, ou dans une autre famille, il en parle, ou dans une autre famille, dans un autre coin de la France. Donc tout ça, effectivement, fait que la parole se libère difficilement. En général, ils essayent de laisser, maintenant, on essaie de laisser les fratries ensemble, quand même. Mais c'est vrai que c'est violent, un placement, c'est pas anodin, ça laisse des traces pour toute la vie. Compliqué. Par contre, moi, là où je voulais rebondir, c'était sur la décentralisation, puisque j'avais abordé ça. Ouais. Moi, je regrette. J'ai habité dans plein de régions de France. J'ai été assistante sociale en Auvergne, en Charente, en Deux-Sèvres, sur Nantes. Et tous les départements ne traitent pas la protection de l'enfance et d'ailleurs le champ du handicap. On peut en parler aussi, de la même façon. Ça veut dire qu'en fait, oui, et si, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui ont pris à cœur la protection de l'enfance et où ils ont trouvé des solutions. C'est pas simple. C'est pas simple, mais ils ont développé les services de protection de l'enfance. Il y a beaucoup d'éducateurs pour les mesures administratives, c'est-à-dire qu'avant que ça, normalement, une famille, avant que ça ne clash. Donc il y a une inégalité, ce que vous êtes en train de dire. Avant que ça ne clash, par exemple, quand nous on se rend compte qu'il y a une difficulté, on dit aux parents, demandez un éducateur à l'aide sociale à l'enfance pour qu'il vienne vous épauler. À Nantes aujourd'hui, moi j'ai des familles qui ont fait des courriers, on leur dit qu'il y a un an et demi d'attente. 1 an et demi d'attente. Donc la situation se dégrade et après on n'arrive plus à attraper les choses. Vous allez dans d'autres départements, en moins de 6 mois, l'éducateur est à domicile. Alors on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, il y aurait beaucoup à dire encore sur les services sociaux, mais il y a d'autres sujets dans l'actualité. On va parler du CNR et puis de notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Les Français au bord de l'implosion, ils sont révoltés, c'est ce que nous apprend notre sondage. Un mot sur les cantines et les repas végétariens. Et notre ami Éric Piolle, le maire de Grenoble. Oui, absolument, c'est là-dessus que vous voulez revenir. Ça va faire réagir Jean-Luc Benamias. Ça, bien sûr. En 2021, c'est son ami. Alors, en 2021, on sait que la loi climat, votée par le Parlement, exige depuis maintenant qu'il y ait un menu végétarien par semaine dans toutes les écoles. Eh bien, pour Éric Piolle, moi je l'appelle même le Pol Pot de l'écologie, c'est pas suffisant. Et il a décidé d'imposer le menu végétarien tous les jours de la semaine, sauf si les parents font la demande express d'avoir un autre menu avec de la viande et du poisson. Et que s'est-il passé ? 94% des familles ont demandé à conserver le menu avec de la viande et du poisson. Il faut savoir qu'à Grenoble, 80% des enfants scolarisés mangent à la cantine. Alors c'est bien sûr l'échec total pour Éric Piolle et c'est l'occasion encore une fois pour moi de revenir sur ce que je déteste, c'est cette méthode dogmatique, idéologue, punitive aujourd'hui de l'écologie qui nous impose ce qu'on doit manger, comment on doit s'habiller, comment on doit se déplacer et finalement ça se retourne contre l'écologie. Ça devient un message, ça le ridiculise et c'est contre-productif. Et je vais aller plus loin.
Paris en 2024, eh ben, le Conseil de Paris a voté, nous bien évidemment contre, 2 menus végétariens par semaine. Donc à Paris, en 2024, il y aura 2 menus végétariens par semaine. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. Hier soir, pour préparer ce coup de cœur, j'ai appelé le François Conneau, qui est le responsable de la coup de gueule, la caisse des écoles ici dans le 15e, qui me disait ça pose 2 problèmes. Ça pose d'abord le coût des repas, qui est plus cher, parce qu'on est obligé de sortir du circuit court. Aujourd'hui, nous, nos gamins, ils mangent des viandes de l'Île-de-France, ils mangent des légumes de l'Île-de-France. Si on demande beaucoup plus de légumes, eh ben on sera obligé de sortir des circuits courts, et je ne parle pas du soja ou du quinoa qu'on ne trouve pas forcément en Île-de-France. Et deuxièmement, il y a beaucoup de gaspillage. J'ai envie de dire, pour terminer, même si ce n'était pas très bon, vive le steak frites et le poisson pané avec de la purée, comme on avait à notre époque. Vous êtes bien un homme, hein. Oh, c'est le patriarcat. Oui, Raphaël, je suis d'accord sur le point qui est qu'aujourd'hui l'écologie politique telle qu'elle est formulée par Sandrine Rousseau et la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, avec ses stationnements exorbitants des bureaux motorisés. C'est une écologie de la coercition qui fait de l'État le juge du permis, de l'interdit, et qui nous expose à l'arbitraire moral des décideurs politiques en disant il faut interdire ceci, puis cela, et en quelle proportion, etc., etc. En revanche, là où j'ai un petit désaccord, c'est que précisément je trouve que cette mesure-là ne s'inscrit pas dans cette logique, puisqu'au final, on laisse la liberté aux parents de pouvoir revenir sur cette décision et de formuler la volonté que les enfants puissent continuer à manger de la viande et du poisson. Et je trouve que justement, là où c'est intelligent, c'est que ça laisse de la liberté et ça pose le débat sans être justement dans la contrainte de la consommation de viande, qui n'est non pas dans l'idée de culpabiliser les gens dans leur mode de vie, mais qui est de dire qu'il y a un enjeu, que la production de viande aujourd'hui est extrêmement émettrice en termes de carbone. Et précisément, c'est parce qu'on a ce genre de décision qu'aujourd'hui, Sud Radio, ce matin, on est en train de discuter de ces sujets qu'on peut les mettre sur la table. On peut les mettre sur la table. Alors peut-être Jean-Luc Benamias va répondre à cette proposition. Qu'est-ce que vous en avez quand même? T'es végétarien, Jean-Luc? Non, je ne suis pas du tout végétarien, mais c'est vrai que moi qui étais un gros mangeur de viande, j'en mange de moins en moins. Ouais. Mais ça doit être l'âge, sans doute. Je suis très étonné quand même que les attaques principales, et ça arrive aussi sur Sud Radio, même là, dans les dernières déclarations, sur les écolos seraient responsables, les organisations politiques écolos, il y en a plusieurs, il y a les Verts, il y en a d'autres, seraient donc responsables d'un certain nombre de schémas qui seraient les schémas d'interdiction. Excusez-moi, la façon dont c'est présenté, qu'Éric Piolle se présente ça pas très bien, peut-être. Encore faudrait-il voir ce qu'il a dit exactement. Mais moi, je suis pour que les enfants aient le choix, quand ils arrivent à la cantine, de plusieurs plats. Et à ce niveau-là, ça change tout, quoi. Je veux dire, oui, il y a un plat végétarien, oui, il y a des légumes, mais à côté, il peut y avoir du poisson et un autre jour de la viande. Et que, dans ce cas-là, ça s'appelle le self-service, où il y a possibilité de choisir. Ouais. Après, l'éducation par rapport aux enfants, je pense qu'il est bon qu'effectivement, on pousse les enfants à manger plus de légumes et plus de fruits. Voilà. Je crois qu'un certain nombre à Grenoble ou ailleurs, un certain nombre de mairies font le travail par rapport à ça. Je sais que c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce qu'il y a la crise agricole que nous subissons et que les agriculteurs subissent, et qu'effectivement, toutes les modes de production aujourd'hui sont en grande difficulté, notamment pour la distribution. Mais arrêtons de taper comme des sourds sur le monde écolo qui n'est pas responsable de la crise climatique mondiale. C'est plus des responsabilités industrielles. Qui est-ce qui a fermé Fessenheim? Qui est-ce qui a fermé le nucléaire? Que les écolos qui seraient responsables de la crise climatique. Marie, sur cette question. Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord, parce que je pense que les écolos, en tout cas Europe Écologie Les Verts, ils font des dégâts énormes. Et que moi, je pense, en tant qu'assistante sociale de l'éducation nationale, que l'école, c'est un sanctuaire. Et que toute idéologie, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport aux écolos, par rapport à la religion, n'a pas sa place. Et au genre, ce matin, si vous lisez le Figaro, vous voyez que Papendiaï veut évoquer, déconstruire finalement la question du genre. Oui, alors là, je pense qu'il faut arrêter, parce que moi, il y a déjà, vous savez, il y a 25 ans, j'avais déjà eu un débat avec quelqu'un qui m'était proche autour de l'enfant roi. J'avais dit, dans 20 ans, ça va être une catastrophe. Il va y avoir de plus en plus d'enfants
maltraitée. On m'a ri au nez en me disant mais c'est parce que tu es assistante sociale, tu vois que ça. Et aujourd'hui, on voit le résultat. On le voyait arriver, nous, les travailleurs sociaux sur le terrain. Là, vous êtes en train de me parler de droit de l'enfant de choisir dans plusieurs menus. Depuis quand il est à la maison, cet enfant-là, sa maman arrive avec du poisson, de la viande, des steaks végétaux. Non, on est à table, on mange ce qu'il y a. C'est ça l'éducation aussi d'un enfant. L'éducation d'un enfant, c'est pas toujours lui donner le choix de ce qu'il doit manger. Et l'idéologie écolo, telle qu'on la connaît nous en France actuellement, elle doit rester personnelle. Elle ne doit pas s'imposer dans les écoles. Moi, je regrette. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. N'oublions pas que c'est un sanctuaire. Ouais. Bon, tout a été dit sur le sujet. On va parler du CNR, donc le nouveau machin, le nouveau truc. Le bidule. Le bidule. Beaucoup de choses ont été dites. Donc ce Conseil national de la refondation est lancé aujourd'hui par Emmanuel Macron. Beaucoup de boycotts, beaucoup de gens qui... Surtout des boycotts. Et puis surtout, c'est à huis clos. C'est-à-dire qu'on nous parle... Oui, moi aussi, j'ai découvert ça ce matin. On fait un exercice de transparence et de démocratie, et finalement c'est à huis clos. Mais Macron adore les huis clos. Il y avait déjà le huis clos du Conseil de défense de l'énergie. Maintenant, il y a le huis clos du Conseil de la refondation. Mais il a peur de quoi, Macron, là? Oui, on comprend pas parce qu'on veut de la transparence, revitaliser. Alors, c'était votre... Ça, c'est mon coup de gueule. Et je vais me permettre Raphaël Amsalem de prendre un peu de temps parce que je trouve que ce sujet est extrêmement central sur, comme vous venez de l'expliquer, la pratique du pouvoir actuel. Ce Conseil national de la refondation est un énième comité Théodule qui est fondé sur une contradiction. L'idée qu'on peut instaurer de l'horizontalité, parce que c'est ça qu'on nous dit, c'est on veut moins de verticalité, moins de présidentialisme, on veut du débat, de l'horizontalité. L'idée qu'on peut donc instaurer de l'horizontalité en mettant de côté, le Parlement, parce que le Parlement, pour le coup, il fera sa rentrée en octobre, alors que le Parlement aujourd'hui, dans une position où le débat, où le compromis peut être créé du fait de sa composition, et en concentrant cette horizontalité autour de l'exécutif qui organise ces débats. Et puis surtout, je crois qu'il ne servira à rien. Ouais. Il ne servira à rien parce qu'au-delà de tous les aspects pratiques, l'aspect de transparence... Parce que l'idée, c'était de refonder, d'aborder les sujets de la société. D'ailleurs, il y a le Conseil économique, social et environnemental que vous connaissez bien, mon cher Jean-Luc. Son président Thierry Baudet a dit « Le Conseil national de la refondation ne doit pas être le Conseil national de l'avalisation ». C'est-à-dire qu'en gros, le président va arriver avec ses idées et ça va être une chambre d'enregistrement. Au-delà de tous les aspects pratiques, l'absence de transparence, les buts extrêmement flous et larges qui nous ont été proposés, le fait qu'on mette de côté le Parlement, eh bien, le problème de ce comité, c'est qu'il ne touche pas au fondement de cette centralité. Le fondement de cette centralité, il a un nom, c'est notre modèle politique, c'est la 5e République. Parce que nous avons une organisation institutionnelle qui construit, qui organise l'isolement du président de la République, sa solitude, sa quasi-irresponsabilité. Et on l'a vu dans la crise du Covid, on l'a vu avec le Conseil de défense sanitaire et le secret défense, on l'a vu avec l'absence d'association du Parlement dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques. On l'a vu encore avec ce Conseil de défense énergétique, encore un huis clos, encore un secret défense. Et donc, de cette architecture institutionnelle débouche, à mon sens, 2 choses qui sont extrêmement graves. Un, c'est l'anémie démocratique. Parce que nous avons une démocratie par intermittence, nous avons un président qui est quasi responsable, nous avons des citoyens qui ne peuvent pas participer à la politique publique. Et deuxièmement, on a un schéma qui, puisque nous sommes extrêmement concentrés autour de la figure du président de la République et de l'exécutif, eh bien nous avons un schéma où, au lieu de faire confiance à la liberté aux citoyens, nous préférons le technocrate et ses productions normatives. Je voudrais juste terminer avec une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est François Sureau, qui dit la chose suivante, il dénonce le mouvement qui nous a fait installer l'État républicain dans le fauteuil de l'absolutisme royal, si bien que nous sommes restés sujets tout en devenant formellement des citoyens. Et je tiens à dire que chez Génération Libre, nous avons fait 2 propositions. Nous venons de publier un rapport pour déprésidentialiser la 5e République et aussi pour accorder plus de pouvoir aux collectivités territoriales, ce qui donnerait un espace de dialogue et de liberté au sein de la société. Alors, Nicolas Jeantet. Excusez-moi, mais en plus, on a déjà été échaudé 2 fois. Il y a eu le grand débat national, 1,5 million
de participants, 500 000 contributeurs. On a tous organisé, même nous, les partis politiques, on a donné notre propre livret au président de la République. Au final, rien. Et notamment sur la participation et la démocratie. Et les conclusions, c'était réduire le nombre de parlementaires, la proportionnelle, la reconnaissance, par exemple, du vote blanc. On n'a rien eu là-dessus. Il y a eu ensuite la Convention citoyenne du climat. 146 propositions, seulement 10% qui ont été reprises. Donc aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Et en plus, le Conseil national de la refondation est présidé par un certain François Bayrou. Mais finalement, c'était son boulot de le faire comme commissaire au plan depuis des années. Donc, quel est l'intérêt de cette CNR? Je n'y vois pas. Alors, il ne faut pas non plus faire la politique de la chaise vide. Il faut faire la première réunion pour montrer qu'on veut dialoguer. Mais ça va être tellement général, ça va être pas assez concret que ça ne servira strictement à rien. L'Assemblée nationale est déjà là pour ça. On va continuer, vous réagirez, et Marie Vignal et Jean-Luc Benamias dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec vous jusqu'à 10h et à 10h ce sera l'émission Média avec Gilles Gansman. Nous évoquions donc ce CNR, ce Conseil national de la refondation avec un Emmanuel Macron en majesté, pour reprendre en Jupiter. Absolument, on n'a pas vraiment compris ce qui est, enfin beaucoup de critiques, beaucoup de boycotts, ce qui va en sortir. Marie, vous êtes plus nuancée. Alors moi je suis plus nuancée. Ce que je dirais quand même en préambule, c'est que je pense que le CNR aurait dû être mis en place il y a 5 ans. Remettre ça en place au moment où on arrive. Monsieur Macron, il n'est pas nouveau président, il n'arrive pas. Voilà. Donc ça aurait dû être pensé bien avant. Là où je nuancerai plus, c'est que je me dis que ce CNR, si j'en ai bien compris le sens, il va réfléchir effectivement à des propositions sur des problématiques actuelles. Si cela peut empêcher de réfléchir à court terme, c'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui les politiques, quand ils mènent une politique, et pareil pour le Parlement, des fois quand ils votent des lois, on voit qu'ils raisonnent effectivement sur le temps de leur mandat. Je vous donnais l'exemple tout bête, les 35 heures, on a réfléchi, c'était trop bien, on était content, et puis on s'est rendu compte au bout d'un certain temps qu'en fait, nos salaires étaient gelés, que notre pouvoir d'achat s'est effondré, que les entreprises n'avaient pas créé d'emplois parce que de toute façon, c'était pas possible pour les PME. Et s'il y avait eu des gens à un moment qui avaient réfléchi à long terme sur les conséquences d'une loi, et peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, peut-être que les Gilets jaunes n'auraient pas existé. Donc je me dis que s'il y a des gens aujourd'hui qui sont en capacité, qui sont économistes ou autres, et qui peuvent réfléchir aux conséquences. Il y a un truc qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Il y a le Parlement. Endroit clos. Et puis il y a le Nous avons un Parlement surtout, maintenant. Avant, le Parlement ne servait à rien. C'est une chambre d'enregistrement. Voilà, c'était une chambre d'enregistrement. Aujourd'hui, on a un Parlement avec plein de différentes formes d'expression. C'est le Parlement. Alors, le Parlement, il est quand même très bloqué actuellement. Je voudrais que Jean-Luc puisse nous donner son avis. Jean-Luc, il adore le CNR. Jean-Luc. Même pas sûr. C'est un bidule supplémentaire. C'est la remise en cause successive de toutes les instances démocratiques qui font la Ve République. Absolument. Alors, si M. Emmanuel Macron n'est pas content de la Ve République, qu'il définisse avec l'ensemble des formations politiques, associatives et syndicales une nouvelle République. Des corps intermédiaires. Mais là, c'est la remise en cause totale de l'ensemble de nos situations démocratiques, qu'elles soient d'ailleurs nationales, régionales, départementales ou locales. Ce CNR, ce Conseil national de la refondation, refondation de quoi? S'il s'agit de refonder les points de vue, les principes démocratiques de la République française, cela dépend, à mon sens, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de cet organe historique lancé après 45, relancé après 45 par le général de Gaulle, qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Il faudrait réformer d'ailleurs, je pense. Là où je suis surpris, et je le dis, c'est de voir qu'un certain nombre de formations syndicales participent à la fois au CESE, sont membres à part entière du CESE, travaillent au CESE, parce que ça donne des avis qui sont des avis circonstanciés, extrêmement bien travaillés, et qu'en plus, il juge utile de participer à ce Conseil national de la refondation. Tout ça va aller totalement dans le mur. Et vu l'état de la société française aujourd'hui, et c'est le sujet, si on a le temps, que Valérie, tu annonçais tout à l'heure au démarrage de l'émission, sur l'attitude des Français par rapport à la situation sociale, économique
de la France. Ils sont à la fois révoltés et en même temps résignés, et en même temps, ils pensent qu'il peut, à 86%, 78%, qu'il peut y avoir une explosion sociale dans la rue. C'est une pensée. Et c'est pas ce Conseil national de la refondation de je ne sais quoi qui répondra aux questions posées. Clairement, cette histoire-là, à mon avis, va durer assez peu, car tous ces conseils successifs, et on l'a vu avec la Convention citoyenne, après, évidemment, tout retombe après dans les mains des schémas organisationnels de la République française, et c'est au Parlement de gérer tout cela, et pas à une autre structure. Surtout, vu la composition politique aujourd'hui du Parlement, qui n'a jamais été aussi large au niveau des expressions politiques. Alors pourquoi est-ce que le président s'obstine à ce point-là sur le CNR ? Raphaël, parce que on a un président de la République qui pendant tout un mandat a fait la démonstration de son amour pour la verticalité, l'amour de la Ve République, des conseils de défense à huis clos avec les secrets défense, avec une pratique du pouvoir qui vise à faire du Parlement une chambre d'enregistrement. Ça a même été dénoncé par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il ne participerait pas à sa succession parce qu'il ne veut plus être dans ce schéma d'une Assemblée nationale qui ne fait que enregistrer des décisions qui sont prises en dehors de la représentation nationale. Je voulais juste rebondir sur un point très important qu'a souligné Madame Vidal et avec lequel je suis absolument d'accord. On a un problème en France d'évaluation des politiques publiques. Les lois qui sont adoptées ne sont pas évaluées a posteriori pour voir si elles ont fonctionné, si elles ont atteint les objectifs que le législateur s'était assigné. Mais ça, encore une fois, c'est lié précisément à ce schéma institutionnel dans lequel les contre-pouvoirs, et en particulier l'Assemblée nationale, n'a pas de prérogatives, n'a pas les moyens techniques, n'a pas les moyens financiers pour aller confronter le pouvoir exécutif dans les décisions qui sont adoptées. C'est tellement un point important et structurant de notre régime politique de la Ve République que cette inégalité fondamentale entre le président de la République et le Parlement était déjà dénoncée dans les années 60 par un grand intellectuel que j'admire beaucoup, qui est Raymond Aron, qui écrivait dans son livre, son essai des libertés, que le Parlement est dans une situation totale de subordination vis-à-vis de l'exécutif. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de faire un énième Conseil national de la refondation, un énième bidule, un énième débat, c'est de recréer un espace de débat. Cet espace de débat existe, il s'appelle l'Assemblée nationale, et on a la chance aujourd'hui d'avoir une Assemblée qui est plurielle, dans laquelle on ne peut plus avoir une majorité qui s'impose, et donc il faut en profiter pour changer en profondeur la pratique politique actuelle de nos gouvernements. Est-ce que le CNR d'ailleurs... Jean-Luc, Raphaël, c'est le rôle quelque part du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental. Quand vous lisez les avis et les décisions, enfin les propositions du Sénat ou les propositions du CESE, si on les lit jusqu'au bout, il y a un nombre de critiques positives, de critiques constructives qui sont faites par ces assemblées. Elles ne sont pas écoutées, car on écoute aujourd'hui... la verticalité étant tellement forte qu'on n'écoute personne. Et il serait extrêmement utile de revisiter l'ensemble de ces propositions qui ont été faites depuis plusieurs années, depuis au moins 2 décennies, sur les analyses critiques des politiques mises en place. Je m'interroge d'ailleurs et je me dis, est-ce que le CNR serait pas un prétexte pour le chef de l'État, finalement, de retarder le passage à l'acte de grandes mesures, et notamment on pense par exemple aux retraites, on pense au débat sur la fin de vie, etc., dont il ne s'est pas tranché. Donc il a envie de prendre son temps et finalement avec des grandes réformes qui finalement ne mènera finalement pas du tout au bout. Donc c'est une façon peut-être de noyer le poisson dans un espèce de grand débat sur lequel finalement il tranchera pas et les 4 ans vont passer. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Et on parle pas d'autre chose, bien évidemment. Exactement, donc je suis assez d'accord en fait. C'est effectivement... Marie, elle voulait être dans la contradiction. Mais non, mais là, sur ce coup-là, je pense qu'effectivement... On vous a convaincu. Mais en tout cas, là où vous m'avez pas convaincu, c'est que je pense qu'effectivement, toujours, on prend des décisions sans réfléchir à long terme, et sur tous les sujets. Mais par contre, sur effectivement des raisons de la création... On a quand même là un président de la République, on n'a pas de cap. Alors, il a donné de grands chantiers que sont l'éducation et l'hôpital, l'école et l'hôpital, mais il n'y a pas de mesure, il n'y a rien, il n'y a même pas de cap. Donc, où va-t-on ? Jean-Luc, vous voulez dire quoi ?
on ne prend pas de décision comme ça sans remettre en question les décisions qui sont prises. Enfin, on a un certain nombre d'assemblées territoriales qui remettent des choses en question, qui débattent, qui discutent. On a quand même une société démocratique qui ne va pas très bien, mais qui est quand même une société démocratique. Oui, on est en démocratie, effectivement. Quelques mots sur notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Pour quelle cause ou quel enjeu seriez-vous prêt à descendre dans la rue pour manifester en premier et en second? En premier, c'est la défense du pouvoir d'achat, 54%. La situation à l'hôpital, près de 30%, 29%. C'est vrai que c'est absolument préoccupant. Avec Olivier Véran qui publie son bouquin aujourd'hui en disant « Je m'excuse ». On s'est trompé sur les masques. J'ai failli faire un burn-out. Mais c'est pas. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un burn-out. C'est pas comme s'il avait été ministre de la Santé. Hein. Quand on lit son livre, enfin de ce que j'ai pu en lire, quand il critique entre autres le professeur Raoult et qui reconnaît qu'il y a eu des erreurs, je pense qu'il aurait peut-être pu intervenir plus tôt. C'est un peu tard pour se rendre compte de ça. Ce sondage, il illustre très bien un problème très français qui est l'insatisfaction générale de l'action politique, alors que nous avons un État qui, a la plus grande dépense sociale de tout l'OCDE, qui a passé des mois à distribuer beaucoup d'argent, à raison d'ailleurs parce que nous étions dans un contexte de crise, qui a une dépense publique record dans le monde et qui ne débouche pas sur de la satisfaction, qui ne débouche pas sur de la qualité. On l'a encore vu avec tous les sujets que nous avons évoqués précédemment. Et il me semble qu'il y a un sujet qui est majeur dans cette thématique, c'est d'interroger l'efficacité de l'action publique. C'est d'évaluer les politiques publiques. C'est de savoir comment est employé l'argent des Français, comment sont employés les deniers publics. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Est-ce qu'on sait le faire? Nous n'avons pas la volonté de le faire. Nous n'avons pas les institutions pour le faire parce que les contre-pouvoirs ne sont pas là pour contredire. Il y a la Cour des comptes quand même. Oui, mais les recommandations qui sont faites au niveau de la Cour des comptes, elles ne sont pas toujours suivies. Il y a des rapports très critiques sur les déficits, sur la gestion de tel ou tel service public. On voit que ça s'accumule au fil des années. Et je voudrais rappeler que la question de l'efficacité n'est pas une question de droite. C'est un article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ça devrait être une problématique prise en charge par l'ensemble des partis politiques. Et pour autant, je ne crois pas forcément qu'il y aura une explosion sociale. Au mois d'août, vous m'auriez interrogé au mois d'août, j'aurais dit oui, il y aura une explosion sociale. Le fait qu'il y ait ce Parlement-là, avec ces groupes politiques représentés, je pense qu'il va y avoir un vrai débat, peut-être un blocage, puisque déjà on parle du 49.3 et de la possibilité du 49.3, donc je pense que le débat va être très intéressant, peut-être très houleux à l'Assemblée, que le Parlement va peut-être remplacer la rue, en tout cas c'est ce que j'espère, parce que sinon ça va encore bloquer en tout cas, les Français et la France. Sont convaincus qu'il peut y avoir une explosion sociale, c'est ce qui répond à 78%. Juste Marie, pour info, un dernier mot. En 2013, c'était 76%, d'accord. Pendant le Covid, en 2020, ils étaient 85%. Donc on redescend. Il y a l'emploi, il y a de l'emploi aujourd'hui sur le territoire français. On peut espérer qu'effectivement non pourvu d'ailleurs. Non pourvu, il y en a pléthore. On va finir sur cette note un tout petit peu optimiste, s'il faut un petit peu d'optimisme. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, avec Gilles Gansman. Sud Radio.